Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle leçon de cours à distance. Alors aujourd'hui, on va laisser de côté la géographie, on va reprendre un nouveau chapitre d'histoire. Alors sur un sujet peut-être un petit peu moins léger que le tourisme, mais je vous propose quand même de vous emmener entre guillemets en voyage. On va quitter l'Europe et on va aller sur d'autres territoires. Et on va parler d'un sujet très sérieux mais très important un phénomène qui a concerné plusieurs continents et qui laisse encore des traces aujourd'hui dans le paysage, dans la culture. On va prendre l'exemple, alors pour introduire ce cours, je vais vous montrer certaines photos. Vous voyez par exemple cette première photo, peut-être vous avez une idée de où ça se trouve, dans quel pays, vous avez des indices. On y trouve la langue arabe, on nous parle de Fès, de la Médina de Fès. Fès, c'est au Maroc. Alors qu'est-ce qui est intéressant sur cette photo? Pourquoi je vous montre cette photo? Parce que vous avez ici des panneaux directionnels qui vous indiquent la direction de l'hôtel de ville, du palais, etc. Différents endroits. Et à chaque fois, vous avez la traduction en deux langues. Vous avez la langue arabe et vous avez la langue française. Alors on pourrait se dire, bon, ça arrive, hein, quand on va dans un aéroport, on a toujours la traduction dans la langue locale et puis la traduction en anglais. Oui, certes, parce que c'est la langue internationale. Sauf que la France n'est pas la langue internationale. Pourquoi, au Maroc, avons-nous cette double langue? Première question qu'on peut se poser. Je vous montre une deuxième photo. Vous voyez un très beau monument qui est une mairie. Alors quand on voit ce bâtiment, on se dit c'est sans doute en France. Eh bien non. Ce magnifique bâtiment, qui est effectivement très proche du style qu'on peut trouver dans de nombreuses villes en France, hein, on peut trouver ça à Metz, à Nancy, à Paris. Eh bien non, nous sommes à Oran. Oran, peut-être que certains d'entre vous savent où ça se situe. C'est en Algérie. Ce bâtiment est en Algérie. Pourquoi un bâtiment de style français en Algérie? Autre question que l'on peut se poser. Je vous montre une troisième et avant-dernière photo. Vous observez ici plusieurs personnes, manifestement d'Afrique noire, et qui pratiquent la religion chrétienne. Or, peut-être que certains d'entre vous le savent, la religion chrétienne n'est pas la religion d'origine des Africains qui étaient plutôt polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Or là, on voit très manifestement que ces jeunes gens sont des prêtres ou des jeunes prêtres, des apprentis, et qu'ils pratiquent la religion catholique. Pourquoi? Encore une question que l'on peut se poser. Et enfin, dernier exemple que je pourrais vous prendre, c'est celui des noms, ou plutôt des prénoms. Je me suis amusé à regarder les prénoms des dirigeants de plusieurs pays africains. J'en ai sélectionné 7. Regardez ces prénoms. Faites pas attention au nom de famille, mais regardez plutôt les prénoms. Regardez ici, nous avons Patrice, Roch-Marc Christian, Christophe, Pierre, Paul, Joseph, Faustin, Firmin, Denis, Clément, Félix, Sylvestre, Paul ou encore Édouard. Tous ces prénoms sont manifestement d'origine française, francophone en tout cas. Alors peut-être que certains ont déjà une idée et voient où je veux en venir. Comment se fait-il que on a au Maroc des traductions de panneaux en français, en Algérie des bâtiments de style français, la religion catholique ici dans un pays d'Afrique noire, et puis plusieurs dirigeants de pays également d'Afrique noire qui portent des noms à consonance francophone? Est-ce que vous avez une idée? Quel est ce phénomène qui s'est déroulé principalement au XIXe siècle, qui est la cause de tout ce qu'on peut encore trouver aujourd'hui en Afrique, comme ces traces sur les panneaux, dans l'architecture, dans la religion ou encore dans les noms, dans les prénoms? Eh bien ce phénomène, peut-être que certains l'ont deviné, c'est dommage que je ne vous ai pas en face pour pouvoir vous interroger. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la colonisation. Alors c'est pas un phénomène récent, la colonisation il y en a déjà eu à l'époque des Grecs, il y en a eu bien évidemment, vous la connaissez, on en reparlera un petit peu à l'époque de Christophe Colomb et des Espagnols et des Portugais. Mais là, ça va prendre une toute autre dimension et les pays européens, notamment la France, vont se lancer dans la colonisation de certains pays, de certains continents. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette nouvelle leçon, dans ce nouveau chapitre. Donc vous pouvez prendre le cahier d'histoire ou le cahier que vous avez l'habitude de prendre pour les leçons d'histoire. Vous notez
Histoire chapitre 5, il me semble que c'est le chapitre 5, hein, si je fais le bilan avec vous. Le chapitre 1 concernait le grand commerce, les bourgeois, l'esclavage. Le deuxième concernait les Lumières, les philosophes. Le troisième concernait la Révolution française et l'Empire. Et la quatrième que l'on avait faite ensemble, également à distance, c'était la Révolution industrielle. Donc nous en sommes au chapitre 5, que l'on va intituler comme ceci, Conquête et société coloniale, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser uniquement à la conquête, à comment les Européens ont réussi à acquérir des territoires, mais on va surtout s'intéresser à comment ils vont les organiser, comment ils vont faire avec les habitants de ces pays qui étaient déjà là, comment on va créer de nouvelles sociétés, de nouveaux rapports sociaux entre ceux qui arrivent sur ces territoires et ceux qui y étaient déjà. Et tout cela, ça va être mené, cette colonisation, par l'Europe. L'Europe qui est déjà puissante, l'Europe qui est en pleine révolution industrielle, vous en souvenez, eh bien va à nouveau, hein, acquérir de la puissance, se renforcer sa domination sur le monde au XIXe siècle. C'est la question que l'on va se poser, donc vous pouvez noter ce titre et cette problématique, comment la colonisation renforce-t-elle la domination européenne sur le monde au XIXe siècle. Alors on va procéder comme d'habitude. Après avoir noté le titre du grand 1, que voici les conquêtes coloniales au XIXe siècle, et le petit a, où et comment s'organisent ces conquêtes, hein, ça va être notre sujet du jour, et bien comme d'habitude, vous pourrez, après avoir noté ça dans votre cahier, aller sur mon bureau numérique. Je vous ai préparé comme d'habitude un petit questionnaire, il y a 5 questions, donc essayez d'y répondre en faisant des phrases, notamment pour la dernière question qui demande un peu plus de réflexion. Je vous ai mis des documents en format PDF pour qu'il n'y ait plus de problème de lecture pour certains qui n'arrivaient pas en format JPEG, donc qui sont en pièces jointes, hein, avec le formulaire de questions. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir à la vidéo, donc vous faites pause comme d'habitude, et on revient pour la correction et toutes les explications. A tout de suite. Bien, nous sommes de retour pour la correction de ces 5 petites questions qui vous permettaient de découvrir un peu le phénomène de colonisation, le phénomène de conquête coloniale menée par les Européens. Mais je vous propose, et je vous proposais à travers la première question, de partir d'abord de la situation initiale, la situation de départ, au début du 19e siècle. Hein. Vous voyez que cette carte, document 1, vous parlez des empires coloniaux. Alors petite précision tout de suite, empire colonial, c'est l'ensemble de tous les territoires, de toutes les colonies détenues par un pays, hein, on parle d'empire colonial. Et là, ça vous présentait cette carte en 1815, donc tout début du 19e siècle. Alors, quelle est cette situation initiale au début du 19e siècle? Je vous demandais sur quel continent on retrouvait le plus de colonies européennes. Eh bien, manifestement, si on regarde notre légende, déjà on voit que dans notre légende, il y a différentes couleurs qui correspondent aux colonies. La couleur majoritaire sur cette carte, c'est le gris. Mais le gris ne correspond pas à une colonie. Le gris correspond à des pays indépendants. Donc ce ne sont pas des colonies, c'est-à-dire des territoires dominés par un autre pays. Ce sont tous des pays indépendants. On voit aussi la présence du blanc. Et le blanc, comme vous voyez dans votre légende, ce sont des territoires que les Européens ne connaissent pas, n'ont pas été explorés. Donc il fallait regarder majoritairement les couleurs, le vert, le rouge, le bleu, le violet, le rose plutôt, le orange et le jaune. Et on voit que majoritairement, toutes ces couleurs sont présentes sur un continent, le continent américain. Alors Amérique du Nord, Amérique du Sud, on peut faire le détail, mais majoritairement le continent américain. Il y en a quand même un petit peu en Afrique, en Asie, en Océanie, mais c'est extrêmement minoritaire. Là, je vous demandais sur quel continent au singulier. Donc il faut bien faire attention à l'orthographe, hein, pour ceux qui auraient répondu au pluriel, hein, donc qui auraient répondu plusieurs continents. Donc c'est bien l'Amérique. Et si on regarde maintenant, je vous demandais à quel pays appartenaient majoritairement ces territoires. Donc ces colonies en Amérique sont principalement détenues, si on regarde les couleurs, la couleur majoritaire c'est le vert. Donc premier pays qui appartient à ces colonies, c'est l'Espagne. On vous parle de possession espagnole. On voit aussi la présence du rose, ici, avec le Brésil. Le Brésil à l'époque appartient aux Portugais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle portugais au Brésil. Donc les deux pays majoritaires sur le territoire américain, c'est l'Espagne et le Portugal. On aurait pu également parler des Britanniques, des Anglais, qui ont longtemps détenu les États-Unis, mais au début du 19e siècle, les États-Unis sont indépendants. Souvenez-vous peut-être de la guerre d'indépendance américaine
auquel les Français ont participé pour aider les États-Unis à devenir indépendants d'Angleterre, mais il reste encore le Canada. Vous voyez que tout le nord du continent, le Canada appartient toujours, hein, il est en rouge, appartient toujours à la Grande-Bretagne. Donc, c'était pas inexact si vous m'aviez parlé également de la Grande-Bretagne, mais j'attendais surtout que vous me parliez de l'Espagne et du Portugal pour cette première question. Deuxième question maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à la plupart de ces territoires 100 ans plus tard, ces territoires américains? Bien, je vous propose d'utiliser les deux cartes, de les comparer. Si l'on regarde bien notre continent américain au début du 19e siècle et là en 1914, donc au début du 20e siècle, donc il s'est passé un siècle entre les deux cartes, que s'est-il passé? On constate que notre continent est quasiment tout gris, à part toujours le Canada qui appartient aux Anglais, qui est d'ailleurs un peu plus développé, un peu plus exploré. Le reste du continent a des toutes petites exceptions près, hein, des petits pays, ici vous voyez des petites taches, et sinon la grande majorité du continent américain est en gris, c'est-à-dire est devenu indépendant. Tous les pays que vous connaissez aujourd'hui du continent américain, ce sont des pays qui sont devenus indépendants au 19e siècle, donc le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, le Mexique, les États-Unis, etc. Tous ces pays-là sont devenus indépendants au 19e siècle. Alors les États-Unis, je vous ai dit, c'est plutôt fin 18e, mais vous voyez que les États-Unis ont grandi, hein, ont conquis également des territoires à l'ouest. Donc voilà pour cette question. Effectivement, beaucoup de territoires sont devenus indépendants. Donc ça veut dire que nos Européens ont perdu de leur colonie. Hein, les Français en avaient très peu et en ont perdu pas mal déjà dès le 18e. Les Anglais en ont perdu un petit peu également. Les Espagnols énormément et les Portugais également. Donc on pourrait se dire la colonisation est terminée. Eh bien non. Eh bien non, elle va se poursuivre, mais ailleurs. Et c'est pour ça que je vous posais la troisième question. Quels nouveaux continents vont être explorés puis colonisés par les Européens au cours du 19e siècle? On vous affiche cette carte. Alors j'ai bien incité sur explorer d'abord, parce que, souvenez-vous, je remonte les cartes précédentes, souvenez-vous, il y a certains continents qui étaient vraiment quasiment inexplorés. Hein. On connaissait de ces continents que les côtes. Hein. C'est le cas de l'Océanie ou de l'Afrique. Et bien regardez ces continents maintenant. Ils sont totalement explorés et surtout totalement colonisés, c'est-à-dire qu'on se les approprié. Hein. Plusieurs pays se sont appropriés ces continents-là, donc c'est le cas bien sûr de l'Afrique, qui est totalement colonisée, à une exception près. Il y a un pays qui va échapper à la colonisation européenne, c'est l'Éthiopie, mais sinon tout le reste du continent est exploré et colonisé. L'Océanie, dans sa totalité également, et puis une partie de l'Asie, donc les Indes, le Pakistan actuel, le Bangladesh, la Birmanie, l'Indochine, c'est-à-dire le Vietnam, le Laos, le Cambodge, l'Indonésie, etc. Donc une partie de l'Asie également. Donc là j'attendais que vous me mentionniez 3 continents, Afrique, Océanie et une partie de l'Asie. Alors, j'insiste également sur le mot explorer parce que ça s'est fait par étapes. On va le découvrir un peu plus tard dans la 5e question, mais ça s'est fait par étapes. D'abord, il y a eu des explorateurs, et notamment en Afrique. Je vous montre ce continent africain et les cartes des explorations. Pendant longtemps, le continent africain était inexploré pour des raisons notamment d'obstacles naturels, hein, de contraintes naturelles. Vous savez qu'en Afrique, il y a des déserts, notamment cet immense désert ici au nord qui est le Sahara. Vous avez aussi au sud ici, vous voyez d'ailleurs qu'on a peu exploré, c'est le Kalahari. Et puis vous avez aussi des grandes forêts équatoriales. On n'a pas encore de déforestation, heureusement à l'époque. Donc c'est forcément des obstacles et c'est compliqué pour les explorateurs. Je vous montre cette image où on voit 2 explorateurs européens reconnaissables à leur casque blanc ici, qui sont guidés par des Africains à travers les marécages, les rivières, les bois, les forêts. Et si vous regardez bien d'ailleurs nos trajets d'exploration du continent, vous voyez qu'ils suivent principalement les fleuves, bien évidemment c'est plus facile, ou ils s'aventurent également autour des lacs, c'est bien plus facile. Et c'est après l'exploration de l'Afrique qu'on s'est dit ce sera peut-être intéressant pour les Européens de posséder ces territoires-là, de se les approprier. Alors on verra pourquoi dans la deuxième partie, hein, là aujourd'hui on voit où et comment ils se les ont appropriés, ces territoires. On verra après pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à venir faire en Afrique et ailleurs également. Donc là j'attendais, hein, encore une fois, vous me parliez de l'Afrique, de l'Océanie et de l'Asie. 4e question maintenant.
quels sont les deux pays qui comptent le plus de colonies? Hein, bien sûr, tous les Européens, enfin une grande partie des pays européens, vont venir s'intéresser à la colonisation en Afrique, en Asie et en Océanie, mais il y en a deux qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu. Et bien pour ça, il fallait à nouveau savoir bien observer et étudier une carte, et notamment sa légende. On voit facilement, même si on regarde la carte de loin, qu'il y a deux couleurs dominantes, notamment une, c'est le rouge. Et le rouge, ça correspond aux Britanniques, donc c'est la Grande-Bretagne, l'Angleterre si vous préférez, qui est le pays qui compte le plus de territoire, bien évidemment. D'ailleurs, il y avait une expression assez amusante sur l'empire colonial britannique. On disait de cet empire que sur cet empire-là, le soleil ne se couchait jamais. Ce qui veut dire en fait que à chaque fois, le soleil éclairait au moins une partie des territoires britanniques. C'est-à-dire que quand il se lève à l'est, il éclaire la Nouvelle-Zélande, l'Australie notamment, et puis après il va éclairer les Indes, et puis l'Afrique, et puis le Canada, et puis une fois qu'il a fait le tour, il va éclairer de nouveaux territoires. C'est-à-dire que le soleil ne se couchait jamais sur les territoires britanniques. Autre pays, le deuxième pays qui compte le plus de territoires, Cocorico, c'est bien évidemment la France. Vous voyez cette immense tache bleue ici en Afrique, mais également en Asie. Hein, on a des territoires en Asie, notamment l'Indochine. Donc je voulais que vous me citiez quelques exemples de colonies. Pour les Anglais, on peut citer en Afrique l'Égypte, le Soudan, le Nigeria, hein, l'Afrique du Sud aussi, l'Union centrafricaine, l'Inde, qui est sûrement la perle des Britanniques, hein, la perle de son empire, l'Australie bien évidemment, le Canada. Pour la France, on pouvait citer bien sûr les pays d'Afrique du Nord comme le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. L'AOF, AEF, peut-être que certains ont eu la curiosité de chercher, ça veut dire Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française, donc proche de l'équateur. Et puis en Asie, on a l'Indochine. En Amérique, il nous reste tout petite chose, c'est la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane. D'ailleurs, il y a une petite erreur dans Guadeloupe et Martinique, ils l'ont mis en violet, ils auraient dû la mettre en bleu puisque ce sont des territoires qui sont d'ailleurs toujours français aujourd'hui. Et on passe maintenant à la dernière question qui était intéressante puisque je vous demandais de me rédiger un petit texte pour m'expliquer comment se sont passées ces conquêtes et cette colonisation, quelles ont été les étapes et comment ont réagi les populations locales. Alors vous trouverez d'ailleurs plusieurs noms pour ces populations locales, parfois on parle d'indigènes, donc un indigène c'est celui qui habite le territoire dont il est originaire, hein, qui était là avant la colonisation. On parle parfois d'autochtones aussi, hein, les autochtones, ça désigne les gens qui habitent le territoire, qui sont originaires du territoire où ils habitent. Ce ne sont pas des colons, si vous préférez. Alors, premier document que je vous proposais, c'est un poème d'un poète africain qui s'appelle El Hadj Omar, donc un poète de la Côte de l'Or. Alors, la Côte de l'Or, aujourd'hui, ça correspond principalement au Ghana, hein, au Ghana ou la Côte d'Ivoire, c'est dans le golfe de Guinée. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans son poème? Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique que la conquête de l'Afrique s'est faite par étapes. La colonisation s'est faite par étapes, et que d'abord, les Européens, ils qualifient d'ailleurs de calamité chrétienne, hein, le mot est fort, hein, calamité, sont venus d'abord pacifiquement. Pacifiquement parce qu'ils venaient y faire du commerce. On vous dit, notamment dans la petite traduction du numéro 2, on vous dit que l'auteur fait référence à l'arrivée des compagnies de commerce. Donc on venait pacifiquement, on venait échanger des produits, acheter des produits. Et puis on venait aussi convertir les populations, hein, on vous dit réformer les croyances des hommes, c'est-à-dire peut-être faire changer les Africains de religion et les faire passer à la religion chrétienne. Donc on envoyait ici, on parle de missionnaires. Les missionnaires, ce sont des religions qui sont en mission pour propager la religion chrétienne dans un nouveau territoire. Ça a toujours existé, les missionnaires, depuis même avant l'origine de la religion chrétienne. On essayait de diffuser sa religion par l'intermédiaire d'envoyer de missionnaires, d'envoyer en mission pour convertir. Donc, première étape, c'est d'abord une étape un peu pacifique. On dit qu'on fait du commerce et on convertit. Ça se fait pacifiquement dans un premier temps. Mais regardez la dernière phrase qui est intéressante. On vous dit, ils viennent de changer de ton. C'est-à-dire que les Africains se sont fait un petit peu avoir. On vous dit, nous n'avons pas tous perçu leur attention et nous voilà leur inférieur. Et oui, les Européens sont arrivés avec un sentiment de supériorité. Alors d'abord en essayant de les convertir et de les amadouer avec des richesses, avec des choses comme ça.
Et puis, on nous dit ils viennent de changer de ton. Quel est ce ton qu'ils viennent d'avoir, les Européens? Ben, c'est un ton beaucoup plus violent. C'est le ton de la conquête parce que il va forcément y avoir, et ça je voulais que vous me le disiez aussi, des résistances. La population locale vont résister parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver en situation d'infériorité par rapport aux Européens, ils n'ont pas envie de perdre leur territoire, de ne plus le contrôler. Donc il va y avoir des résistances dans plusieurs territoires, notamment en Afrique. Là, on parle du Dahomey. Peut-être que certains ont eu la curiosité de chercher ce que c'était que le Dahomey. Ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, le nom n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le Bénin. C'est l'équivalent du Bénin. C'est pareil. C'est dans la région du golfe de Guinée. C'est, si vous voulez, le renfoncement que crée l'océan Atlantique dans l'Afrique, hein, ce petit virage, si vous préférez. C'est ce qu'on appelle le golfe de Guinée, à côté du Ghana, du Togo, du Cameroun. C'est là le Dahomey. Et donc vous voyez ici la résistance notamment d'un roi, hein, le roi du Dahomey, qui n'a pas envie de perdre son pouvoir face à la conquête des Européens. Donc il y a des résistances. Il y a des résistances également. Vous en aviez ici un témoignage d'un Français qui explique la résistance malgache. Donc malgache, on est ici à Madagascar. Et le peuple résiste. Les autochtones, les indigènes résistent aux Européens. Alors est-ce qu'ils vont résister longtemps? Pas forcément, parce que les Européens possèdent une supériorité militaire, organisationnelle. Hein, vous avez qu'à regarder cette image, d'ailleurs, hein, cette représentation qui a fait la une d'un journal en 1892, ici, le document 4, où vous pouvez observer l'armement. Les Africains possèdent quelques fusils, mais beaucoup moins que les Européens, qui sont beaucoup mieux organisés, qui possèdent même un canon, vous le voyez ici, hein, qui est entre les deux collines ici, ce canon. Donc forcément, les Européens mieux armés, supérieurs techniquement, vont écraser dans la violence, hein, nos autochtones africains. Regardez la violence, quelques extraits du texte 5, on vous dit je partis à Ambatomonga, les abords du village étaient jalonnés de piquets surmontés de têtes, les exécutions se faisaient presque journellement. Donc vous voyez, les Européens ont fait preuve de violence extrême en Afrique pour asseoir leur pouvoir et pour dominer ces territoires et pour ensuite les exploiter. On va le voir après, quel était l'objectif des Européens en venant en Afrique. Alors là, je vous prends des exemples français. Sachez que la France n'est pas la seule à user de violence. Hein. Tous les autres pays dont on a parlé, notamment l'Angleterre, vont devoir utiliser la violence pour se faire respecter et asseoir leur autorité sur les populations africaines et asiatiques également. Donc voilà ce que vous pouviez dire, hein, dans votre texte. Mentionnez d'abord peut-être la première étape, celle du commerce et des missionnaires qui viennent convertir. Donc bon, ça se fait plutôt pacifiquement. Puis la deuxième étape, c'est la violence, l'utilisation de la violence, la conquête militaire, où on est obligé d'utiliser cette violence parce qu'il y a des résistances de la part des populations locales. Voilà, une fois que vous avez bien compris cette correction, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas encore une fois, s'il y a des questions, à me les poser par message. On va pouvoir passer au je retiens. Donc, à la suite de vos questions, vous pouvez noter je retiens. Et donc, première chose que l'on peut dire, c'est que après la première colonisation, celle du XVIe siècle, hein, celle des Espagnols, des Portugais, hein, rappelez-vous de Christophe Colomb, Vasco de Gama, Cortés, tous ces grands navigateurs, explorateurs espagnols et portugais, il va y avoir une nouvelle vague de colonisation européenne qui va se déclencher au XIXe siècle. L'Europe est plus forte encore qu'au XVIe siècle parce que l'Europe s'est industrialisée, elle a de nouvelles techniques, les bateaux se sont améliorés, on va plus vite. Hein, on peut y aller aussi, on installe des chemins de fer, ce qui permettent de transporter les marchandises. Donc on est beaucoup plus développé, même au niveau de l'armement. Hein, les armes à feu sont beaucoup plus développées, les canons, etc. Donc on peut plus facilement s'aventurer dans des territoires qu'on ne connaissait pas, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Et puis cette colonisation, ce qui est important, c'est qu'elle se fait, elle va concerner un plus grand nombre de pays. Elle se fait par l'intermédiaire d'un plus grand nombre de pays. La Grande-Bretagne, la France avait déjà été présente au départ. Hein. La France, rappelez-vous, avait colonisé la Louisiane, le Québec un petit peu, la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis, mais c'était relativement restreint par rapport au territoire espagnol et portugais. Et puis il y a des nouveaux pays. Hein. Pensez à l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, qui n'étaient pas du tout des pays colonisateurs avant, ont à leur tour pris la mer pour s'aventurer, notamment en Afrique. On fera une carte, hein, ne vous inquiétez pas, on fera une carte avec la présence de tous les pays
européens en Afrique, en Asie et en Océanie. Là, je voulais simplement que vous observiez ce qui s'était passé et comment ça s'était passé. Donc également un petit mot là-dessus. Donc de vastes empires coloniaux se forment. Hein, ce mot empire colonial, on va le retenir, on va le noter en rouge après. Les plus importants, on l'a vu, hein, les deux pays qui vont tirer leur épingle du jeu, qui vont être les grands dominateurs de la colonisation, c'est la Grande-Bretagne et c'est la France. Parce que ces pays vont avoir des territoires sur tous les continents, hein, même la France. Hein. Même la France, elle a des territoires en Océanie, hein, dans le Pacifique, hein, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, etc. Ça date de cette époque-là. En Asie avec l'Indochine, en Afrique avec le Maghreb par exemple, et puis en Amérique encore un petit peu avec la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique. Donc elle aussi, hein, la France peut dire que sur son territoire, sur son empire colonial, le soleil ne se couche jamais. Et puis un dernier paragraphe sur la méthode, les méthodes utilisées. Donc après l'arrivée des missionnaires, hein, j'expliquerai, on reviendra plus longuement dessus un peu plus tard, et des compagnies de commerce, les conquêtes se font surtout par la guerre. Et oui, forcément, vous pouvez vous en douter. Face aux résistances des peuples autochtones, les Européens vont profiter de leur supériorité militaire, leur équipement, hein, les canons notamment, pour écraser dans la violence les populations locales. Alors j'ai mis exemple Algérie, vous pouvez mettre également exemple Madagascar. Hein. Madagascar, c'est l'exemple que vous aviez dans votre document. En Algérie, ça va se faire de la même façon, donc vous pouvez le rajouter également entre parenthèses. Alors, nos définitions, on va les noter tout de suite et on en terminera pour aujourd'hui. Alors, le terme colonisation, les mots qui se terminent par ation, ce sont des mots d'action. Donc, qu'est-ce que c'est que la colonisation? C'est l'action de coloniser, donc de conquérir, de dominer, d'exploiter ensuite, hein, parce que c'est l'objectif, un territoire par un autre pays étranger. Donc, quand la France vient en Algérie, c'est bien un pays étranger qui vient dans un autre pays pour le conquérir, le dominer, l'exploiter. Alors, un empire colonial, eh bien, c'est l'ensemble, hein, l'ensemble des territoires qui sont dominés par un pays, après les avoir conquis. Donc, votre empire colonial peut être situé sur plusieurs continents, il n'est pas forcément d'un même tenant, hein, il peut être séparé par d'autres empires coloniaux. Un missionnaire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un religieux qui va être chargé de propager la religion chrétienne, donc de nombreux missionnaires catholiques et protestants également seront envoyés en Afrique dans un premier temps pour tenter de convertir les populations locales à la religion chrétienne. Et enfin, un autochtone, eh bien, ce sont les populations locales justement. On parle parfois d'indigènes, hein. Si vous voyez le terme indigène, c'est la même chose, c'est le nom donné aux populations qui vivent sur le territoire colonisé, les populations locales qui sont là depuis des centaines, des milliers d'années. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec cette découverte de la colonisation. On a donc vu où les Européens étaient allés, où ils étaient présents au début du 19e siècle et où ils sont présents maintenant à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et comment ils sont parvenus à s'approprier ces territoires. La prochaine fois, vendredi, si tout va bien vendredi, on devrait d'ailleurs savoir si on va reprendre physiquement ensemble ou non. Hein, il doit y avoir, il me semble, un discours du Premier ministre très prochainement, donc on va en savoir un peu plus. Je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Donc vendredi, toujours cours à distance, avec une carte à réaliser. Donc soyez présents avec vos crayons de couleur vendredi. Et puis on expliquera également, à travers d'autres documents, pourquoi les Européens ont eu besoin de venir en Afrique, en Asie, en Océanie, pour coloniser. Peut-être que certains ont des idées, j'imagine que vous dites c'est pour gagner de l'argent, mais pas que. Vous verrez que c'est pas que pour gagner de l'argent, il y a d'autres raisons que vous soupçonnez peut-être un peu moins. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, profitez bien, et on se retrouve vendredi.